Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Je vais prendre le temps dans cette vidéo de retourner sur tout l'historique de 10 ans de mouche en série limitée pour vous présenter un peu les différents modèles que j'ai faits en fonction de mes inspirations. Et pour commencer la vidéo, je voudrais vous expliquer pourquoi je produis des mouches en série limitée. Parce qu'en fait, moi je pense que c'est pas possible de faire de la qualité en quantité énorme. Donc ça, c'est mon point de vue. Et d'ailleurs, j'ai souvent des grandes discussions avec des amis américains et britanniques là-dessus. Je pense vraiment que dans le côté artisanal de la chose, euh, la qualité demande une quantité limitée. C'est un point de vue, c'est une approche. Fut une époque où j'ai essayé de faire des mouches pour conquérir le monde. Et puis j'ai trouvé que vraiment je me diluais un peu. C'est se travestir sous une certaine forme que d'essayer de faire ça selon la vision que j'ai de la pêche en nymphe, la pêche à la mouche comme un art de vivre. Et je me suis senti beaucoup plus à l'aise vraiment en me jetant à fond dans certains modèles, dans certaines ambiances qui passent à travers les mouches en série limitée que je vous propose. Et à chaque fois, c'est toute une histoire. Il y a toujours une raison, un déclic organique derrière une nymphe en série limitée. Et c'est comme ça que, pour ma part, j'arrive à produire mes plus belles mouches. Donc, ça va des nymphes à ombre aux streamers à truites, en passant par les gamarres à truites de mer. Vous voyez, je vous projette un diaporama en attendant avec plein de séries limitées. Et on va après se les prendre une par une pour détailler la chose. Et il y a aussi la notion d'artisanat sur laquelle je veux appuyer parce que je me définis comme un artisan, un artiste un peu militant sur les bords. Je ne veux pas vous faire de la philosophie de comptoir quand je tape sur les chinoiseries. Je sais que ça fait rire beaucoup de monde, mais l'idée, c'est de présenter le côté unique d'un pays où il y a un art de la pêche à la mouche, où il y a un art de la pêche en nymphe, et on retrouve ça dans tous les pays. Notamment en Europe, on a une mosaïque de pays. Moi, j'adore voir les nymphes tchèques d'Oriacophile montées par des grands pêcheurs tchèques. J'adore quand je vais aux USA voir au Colorado des gens qui montent des petits moucherons en hameçon de 24. J'adore au Royaume-Uni voir des boîtes remplies de chironomes de toutes les couleurs. Il y a des monteurs, c'est la science du chironome, ça c'est spécifique au Royaume-Uni. J'adore quand je vais en Slovénie voir Branko Kasparin qui monte des énormes chabots lestés. Chaque pays a son caractère unique dans le montage des mouches et la France fait partie d'une mosaïque de montage de mouches parmi le monde entier. Même en Suède, il y a des mouches intéressantes. Il y a des pêcheurs en Suède qui font des super streamers en lapin. Chaque pays a son approche et moi, de mon côté, avec Nymph Evolution, j'essaye d'amener ma pierre à l'édifice français en mettant en avant un savoir-faire de pêche à la mouche que j'ai appris et que je rediffuse, je passe un message, je mets mon influence. Et d'ailleurs, on a une scène française qui est magnifique, quoi, du montage de mouches. Moi, j'ai des collègues slash concurrents qui font des choses magnifiques. Je vous laisse regarder, mais il y a des choses fantastiques en sèche comme en nymphe. Et c'est ça qui est beau. Voilà, il y a plein de petites niches en France de monteurs, des artisans engagés, au lieu d'avoir tout le temps que du Amazon, et puis des choses qui sont dans la mondialisation folle, avec toujours une grande entreprise, un monstre sans tête, avec un grand gagnant et plein de petits perdants, quoi. Donc, plus globalement, moi ça me plaît pas du tout. Euh, Moi j'ai du mal avec ça, je veux être ni maître ni esclave, donc je fais mes trucs un peu dans mon coin, en mode ours dans sa caverne. Mais en attendant, ça me permet de ne pas me diluer et de travailler un certain style qui est spécifique. Et j'aime voir aussi d'autres personnes qui développent leur style. Et je pensais notamment les dernières années, là, depuis que les résines de la marque Gulf sont sorties sur le marché, il y a des modèles incroyables. Là, les résines Gulf, les dernières années, ça a vraiment monté le niveau du fly tying avec des modèles sublimes, quoi. Et moi, je travaille aussi beaucoup ces résines. Voilà, on va plonger dans le vif du sujet. On va se prendre une grande série de mouches que je propose en série limitée sur nymphevolution.fr. Donc, vous avez compris le concept. En série limitée, une grosse qualité, mais en quantité limitée. Donc les stocks tournent en fonction des influences, de la saison. Je vous laisserai découvrir ça sur nymphevolution.fr dans la section série limitée.
Et on commence tout de suite par un premier modèle. Donc je commence très fort avec mon modèle de nymphe de mai à la sauce nymphe évolution. Donc pour moi, c'est pas la plus belle mouche au sens esthétique que j'ai produit parce que elle n'est pas non plus si chiadée que ça. Mais par contre, c'est une mouche d'une efficacité terrible de par déjà de un le corps en éponge. Donc le corps en éponge va avoir la densité, une fois mouillé, proche de la densité de l'eau, donc il va couler très lentement. Et puis le lestage justement qui est fait par le vernis en tête va lui donner une nage très sympathique avec des cercles mobiles. Donc je vous l'accorde, elle est un peu flashy, ma nymphe de mai. Vous verrez, les versions 2021 sont un peu moins flashy. J'ai pris beaucoup de poissons avec, mais j'ai un peu calmé sur le flashy. Voilà, un petit cerclage holographique, un corps très dufteux, hein, qui imite les branchies de la nymphe de mai, un dubbing très mobile en tête, et puis ma signature de montage nymphe évolution, c'est toujours la plupart du temps une nymphe vernie qui tient totalement la nymphe, puis qui la rend quasiment indestructible, quoi. Et j'aime beaucoup, moi, l'alliance entre le vernis très brillant, très dur, avec des matériaux mobiles comme le dubbing, où là on a du body gills sur le corps qui en fait une mouche très mobile, et des cercles également mobiles. Donc là, c'est des avions de chasse, hein. Mes mouches de mai, c'est monté sur hameçon 8 long, donc c'est des grosses bouchées. Donc mes mouches de mai, mes nymphes de mai, même en série limitée, ça m'a permis de prendre, je ne dirais pas des kilomètres de grosses truites, mais des dizaines de mètres de grosses truites, hein. Il faut les avoir à la bonne saison quand elles sont sur les nymphes de mai en bordure, c'est mortel, quoi. Vous pêchez ça en nymphe à vue ou en sauteuse dans les courants. Donc ça, c'est mon modèle de nymphe de mai, pas poussé à fond au niveau esthétique, mais vraiment dans l'efficacité. Et puis vous connaissez aussi un peu mon style. Il y a toujours une forme de minimalisme dans mes mouches, mais c'est toujours bien empaqueté, bien foutu, avec toujours l'anneau dégagé. Je porte beaucoup d'attention à ça. Donc ça, c'est un de mes modèles phares parce que très très prenant et pas forcément spécifique, assez universel. La nymphe de mai, nymphe évolution. Là, on est mi-mars, surveillez bien, je vais en sortir courant avril. Je vais faire une petite production de nymphe de mai bientôt. Passons à l'autre modèle. Ah, ça c'est intéressant. Donc le Space Maggot, j'ai appelé ça. Je donne souvent des noms britanniques, enfin des noms anglais, parce que je vends aussi beaucoup à l'étranger, notamment au Royaume-Uni. Donc ça, c'est l'asticot de l'espace. Et par exemple, l'idée sur cette mouche, elle est juste venue d'un matériau en fait. Elle est venue d'un matériau que j'ai dans les mains, cette espèce de quille translucide avec une bille en verre translucide. Et je tripote ça à l'atelier. C'était à l'époque du réservoir, en automne. Je me dis, j'ai besoin d'une nymphe transparente qui imite un asticot, qui coule pas trop vite, qui coule tranquillou dans l'eau. Donc comme c'est lestage avec une bille en verre, c'est pas très lourd, c'est un peu lesté comme du laiton. Et le dubbing va ralentir un peu tout ça. Et puis pour couronner le tout, on a un hameçon super courbé, super fort de fer, qui donne une allure terrible à la nymphe, quoi. Un gros bend, une grosse, je parle en anglais, désolé, mais une grosse courbure euh, sur le corps, qui en plus offre une ouverture maximale avec une grosse force de fer, donc c'est parfait pour les grosses truites arc-en-ciel. Et puis un rendu global holographique, blanchâtre, laiteux, translucide. Et bon, ça, c'était sûr que ça allait faire un carton en réservoir, quoi. Ça, c'est clair et net. Et bien souvent aussi, comme je poste les mouches sur Facebook, Instagram, j'ai le retour des copains honnêtes. Et mes bons copains qui sont bons pêcheurs me le disent. Voilà, là, tu as fait une mouche spécifique pour les ondes, machin. Là, tu as fait une mouche pour le réservoir. Et celle-là, j'ai plusieurs copains qui ont tilté. Ils m'ont dit, ah ouais, non, ça en réservoir, un espèce d'asticot comme ça, un peu holographique. C'est sûr que ça allait marcher. Une fois de plus, vous voyez, minimalisme, on a une certaine régularité du ton avec une tête qui est holographique, gris, blanc, et un corps qui est de même, mais bien sûr des allures sur le corps, et puis un petit point de contraste avec un dubbing gris, gris holographique. Donc on est dans une mouche qui est dans une teinte assez terne, mais par contre, il y a des renvois holographiques, et ça c'est très prenant. Plus la transparence, vous savez qu'avec Nymph Evolution, je travaille beaucoup sur la transparence des nymphes, hein, je vous parlerai beaucoup des gamarres. Donc on a un effet incroyable qui est même proche parfois de l'exuvie, je pense. Dans l'eau, il doit voir ça comme une exuvie, vous savez, les exuvies, les peaux mortes des insectes. Donc un modèle qui a cartonné en réservoir.
J'ai pas testé sur les ombres, mais je suis sûr qu'en pêche d'ombre, en sauteuse, ça doit être une petite nymphe légère qui bouge bien, et ça doit bien se la donner sur les ombres. Bien souvent, il y a des nymphes de réservoir qui peuvent aussi faire office de nymphes à ombre, parce que c'est des nymphes un peu fantasques, un peu originales, alors que pour la truite, en général, vous savez, il faut rester sur des choses discrètes, ternes. Voilà, on n'expérimente pas trop avec les truites, parce que les truites sont des poissons craintifs, alors que sur les ombres, justement, au montage de mouches, ça offre des possibilités incroyables. Voilà pour ce petit Space Maggot, l'astico de l'espace, quoi. Petit nom amusant. La suite. Ah ouais, là on rentre dans les gamards, les gars. Donc, ouais, celui-là est magnifique, hein. Il est très très beau gamard, celui-ci. Par contre, il n'a pas de billes en verre dans le corps, mais il fait déjà le taf, quoi. Parce que, bah déjà, vous voyez la carapace qui est sublime. Et puis des pattes en espèce de substitut de dubbing qu'on voit très mobile, pas trop chargé. Donc, modèle très sympathique. Un modèle de gamard assez light, assez anorexique. On va en voir d'autres après. Mais là, c'est un gamard réduit à sa plus simple expression parce que mon habitude, c'est d'intégrer des billes en verre dedans pour la transparence. Alors que là, c'est juste mon dubbing que j'ai cramé. Donc, pour avoir les pattes très fournies et le dos très lisse pour le vernir, il faut cramer, donc brûler le dos du gamard. Et ça va ensuite épouser la forme de l'hameçon. Et puis après, il y a tout un travail très précis de résine pour faire monter une carapace, pour lui donner un aspect prenant. Et vous voyez qu'à chaque fois, j'essaye dans l'esthétique d'intégrer le pratique, donc avec le vernis, de faire en sorte que ma mouche soit à la fois très prenante, très solide et toujours l'anneau dégagé. Je supporte pas quand un anneau est bouché sur une mouche. Je suis un peu monomaniaque, mais je supporte pas ça. Vraiment, je dois avoir moins de 0,5% de mes nymphes qui ont l'anneau bouché. Je supporte pas ça. Donc un premier gamard sympa, hein, en introduction sur les gamards. Toujours cet hameçon fort de fer, avec une grosse courbure qui donne vraiment une belle allure vivante au gamard et qui ne vous décevra pas en force de fer. Voilà. Vous pouvez l'emmener en Nouvelle-Zélande, même s'il n'y a pas de gamard en Nouvelle-Zélande, et puis prendre une truite de 90 ou une truite d'1 mètre avec un gamard comme ça. L'hameçon, il va faire le job, je pense. Allez, on passe à la suite. Ah, c'est sympa, on change d'univers là. J'avais appelé ça les Velvet Cadiz. Donc en fait, en français, le trichoptère en velours. Parce que j'avais trouvé une chenille super sympa que vous voyez sur le corps, qui fait vraiment un effet velours holographique. Un peu un côté éponge aussi. C'est très bon en général parce que j'appelle ça des nymphes à mâchouiller, quoi. On imagine que la truite ou l'ombre, il va se sentir mâchouillé dans une nymphe comme ça, donc il va moins recracher. Et puis c'est pareil, ça a une descente très sympathique dans l'eau, ça pompe l'eau, petite descente sympathique. Et puis moi j'ai ajusté mes coloris là-dessus, j'étais sur un olive brun holographique sur le corps, et puis je me suis cherché dans ma petite collection de perles un olive glossy en tête. Ça fait une nymphe vraiment sympa, hein, qui pourrait presque séduire une truite, pas trop éduquée, on est dans de l'olive, avec un petit thorax foncé. On est sur une nymphe passe-partout, une nymphe à truite ombre, trichoptère. Larve de trichoptère, on est souvent passe-partout, hein. Les céramiques que j'ai dans ma collection de base, c'est du trichoptère passe-partout, hein. Qu'est-ce que c'est un trichoptère? C'est juste un gros asticot de rivière. C'est aussi simple que ça. Un corps conique en forme d'asticot, une bille en tête, un thorax, et basta, quoi. Donc sympa, le petit Velvet Cadiz, vraiment sympa. Et ça peut même être une bonne nymphe de réservoir qui peut se rapprocher d'un Oroto ou de quelque chose dans le style. Donc nymphe bien vivante, bien dodue, ça a une bonne gueule et on est déjà un peu là sur des choses un peu plus artistiques, typées nymphe évolution, les nymphes un peu plus funky, psychédéliques, qui cassent les codes. On tourne un peu plus sur quelque chose de moins académique que j'aime beaucoup, quoi, du freestyle. On passe à la suivante. Alors là, on revient sur quelque chose d'un peu plus académique, parce qu'on est sur un gros gamard. Il ne faut pas avoir peur des fois, c'est d'aller sur des grosses tailles de gamard. Et là, on est sur un gamard académique, parce qu'on est dans un respect des couleurs. Donc j'ai dû travailler mon vernis pour avoir cette espèce de brun olive translucide dans la carapace qui est magnifique. Alors là, vous voyez, on est sur de l'orfèvrerie, hein, parce que j'incruste à la fois mes pattes et ma carapace dans du vernis avec des billes en verre en même temps.
Donc là, c'est du billard à trois bandes, hein. À monter comme nymphe, je vous raconte pas, mais c'est un grand plaisir. Donc il faut tourner son dubbing à la pince, répartir les pattes, que le dubbing soit homogène, que les billes soient bien placées. Et au final, il ne faut pas se foirer sur la carapace, qu'elle ait vraiment une bonne gueule vivante et qu'il n'y ait pas un poil qui traîne dans l'affaire, quoi. Après, il faut faire le maillot au gamard. Je ne vais pas me lancer dans les 3 heures d'explication, mais le résultat final, c'est que ça a de la gueule, hein. Ça, un gamard comme ça en taille 8 pour aller pêcher les grosses truites trophées ou pêcher les truites de mer à vue, ça c'est le top. C'est avec des assez grosses billes en verre, donc ça coule assez vite, mais c'est soutenu par les pattes. Les pattes du gamard, il y a plein d'approches en fait. D'ailleurs, j'ai appelé un très bon pêcheur, on discutait, qui s'appelle Jackie Rurig, que vous devez connaître. Et justement, on discutait des pattes de gamard. Donc, je ne vous raconte pas du niveau des sujets de discussion, hein. Les pattes du gamard, c'est déjà une bible en soi. Est-ce qu'on les fait en coque? Est-ce qu'on les fait en marabout? Est-ce qu'on les fait en cul de canard? Est-ce qu'on les fait en substitut de dubbing? Est-ce qu'on les tourne? Est-ce qu'on tire le dubbing? Il y a plein d'approches. Moi, j'étais très très réticent aux pattes en coque, en hacle de coque à mes débuts. Et Jackie m'a dit qu'en fait, oui, c'est moins mobile. Et Jackie Rurig, il a raison, ça fait une descente en feuille morte. Et c'est pas con du tout, j'avais jamais pensé à cet aspect-là. Moi, je pensais à la mobilité des pattes. J'aime bien les pattes de gamard très mobiles. Mais moins elles sont mobiles, et plus le gamard va descendre en feuille, quoi. Donc, je passerai peut-être plus tard au hacle sur les pattes. Mais en attendant, moi, j'aime beaucoup ce dubbing que vous voyez là, tourné, bien mobile. Et puis j'aime bien sur les gamards l'alternance un tout petit peu bicolore avec des pattes un peu plus claires sur une carapace foncée. Bon, les gamards, c'est une science. Il y a au moins une douzaine de variations de couleurs de gamards possibles en fonction des conditions. Bon, je commence à parler un peu de biologie, mais voilà, en fonction du substrat de la rivière, le gamard va prendre différentes couleurs. Sur les plages de sable de la Haute-Moselle, il va être un peu orangé. Si vous allez dans les algues colmatées du Doubs, il va être sur un brun olive. Si vous allez dans les herbiers de la Touvre, ça va être peut-être un olive plus clair. C'est une science en soi, les couleurs de gamard. Quand ils sont hors production, ils vont être gris, proche du noir. Donc, il y a tout un cycle de couleurs du gamard qui est super intéressant à travailler. Voilà, je continue à la prochaine parce que je vous dis, si je peux m'attarder 3 heures par série limitée, donc on va continuer tranquillement. Ah, ça c'est intéressant, on repart sur des nymphes de courant là. Avant, on était sur un gamard, donc plus en mode nymphe à vue, hein. Par contre, toutes les nymphes réalistes pour pêcher en nymphe à vue peuvent s'utiliser par défaut en sauteuse, en pêche de courant. N'oubliez pas ça. Qui peut le plus, peut le moins. Une nymphe très réaliste de pêche à vue fera le job en nymphe de courant. Donc là, super sympa. Comment j'ai appelé ça, moi, le chamois jig, sûrement, je sais pas. Comme ça m'évoque une peau de chamois. Moi, je réagis beaucoup à l'émotion, hein. Je vous dis, je suis un mec, je prends vraiment les choses à l'émotion. Et là, je vois une peau de chamois et ça a une super bonne gueule parce que ça fait vraiment la couleur du trichoptère de rivière. Cette espèce de blanc sale. Donc sur mes céramiques classiques, je tourne plus au jaune moutarde, mais on n'est pas loin sur le blanc sale. Et puis super contraste, quoi. La bicuivre qui est une valeur sûre, une tuerie dans tous les cas, avec un corps blanc sale très vivant, encore un corps à mâchouiller, là vous voyez, avec encore une autre espèce de chenille que j'ai galéré à trouver pour le rendu. Et puis petit spectra de bing sur le thorax, tip top, quoi. Moi j'aime vraiment le rendu de cette nymphe. Et ça peut très bien être une nymphe à grosse truite, hein, de courant. Là, on est sur un trichoptère classique. C'est pas trop funky, hein. Là, je m'éclate pas trop, hein. Sur les couleurs, je reste sobre. Ce serait une très bonne nymphe d'ouverture, ça, par eau forte. Voilà, un gros caddis à mâchouiller comme ça. Et puis les hameçons de jig, c'est pareil, ça rebalance bien la forme. Moi, j'aime bien beaucoup. J'aime bien les hameçons de jig, ça donne une forme vivante. D'ailleurs, on n'accroche pas moins avec des jigs, hein. Moi, je trouve que ça, c'est des conneries. Par exemple, avec mes céramiques, j'ai tout le temps la pointe au-dessus quand je dérive. Et c'est comme les jigs, c'est la même chose. Ça n'a rien révolutionné sur le fait d'accrocher. Par contre, le jig, ça donne une forme très prenante à la nymphe et une nage qui est différente sur la tâche de l'anneau. Donc, vraiment une gueule sympa. Ah, on continue dans les jigs là, série limitée suivante. Je sais même plus, hein, comment j'ai appelé ça. J'en ai tellement fait des centaines des séries limitées. Ça doit être un olive jig ou quoi. Alors là, le délire, il est parti de ces perles olives transparentes
qui avait un rendu, vous regardez ça verni à la lampe, c'est magnifique. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un peu de freestyle, je vais en faire un petit jig sympa. Et ça a de la bonne gueule aussi, hein. Ça pourrait aussi prendre une truite, hein. C'est un peu flash, mais très sombre. On est sur une mouche assez dark là. Je trouve ça très beau, hein. Les billes black nickel, moi j'aime beaucoup ça aussi. C'est sombre, mais ça appelle quand même avec du reflet. Et puis mon petit Spectra de Bing olive brun classique que j'utilise dans la collection d'Infevolution. Donc ça, c'est un de mes dubbing préférés, hein. Vous voyez le rendu. Ce brun vert holographique en dubbing, c'est une tuerie avec un corps vert olive transparent, super mouche. Un super petit jig à utiliser en sauteuse, en routine, en saison. Mais ce ne sera pas non plus une nymphe d'étiage en conditions difficiles, hein, quelque chose comme ça, hein. C'est un peu trop flashy, un peu trop voyant pour de l'étiage, hein. Je vous prends un exemple, si vous allez sur la Sorgue, sur les Gaves ou sur le Doubs à l'étiage, ça c'est pas mal flashy. Série limitée suivante, ah ça c'est sympa, ça, c'est les streamers pour les lacs islandais. Donc vous voyez, comme je vous disais, mes productions, elles partent d'une émotion. Ça peut être discuter avec un copain, ça peut être un voyage, ça peut être un matériau que j'ai entre les mains, ça peut être une humeur, ça peut être une saison. Moi, je marche totalement à l'intuition, au ressenti. Et ça, c'est des streamers que j'ai fait déjà pour moi, pour aller pêcher en Islande. Je suis un peu taré de la pêche au streamer dans les lacs islandais. J'y suis allé 5 fois et j'adore ça. C'est vraiment une pêche animale, quoi. C'est une traque dans les arrivées de rivière, dans les petits raccoins, dans les petites anses. Vous voyez une petite nageoire qui passe en surface. Vous pêchez ça au streamer léger comme ça. C'est pas du tout une pêche de bourrin, c'est vraiment une pêche de recherche avec beaucoup d'adrénaline. Et donc il faut des streamers légers et vivants comme ceux-là qui vont être très mobiles mais pas couler trop vite parce que vous allez pêcher en soie flottante quasiment dans des flaques d'eau, quoi. Donc voilà, j'ai mis un sur deux. Donc ça, c'est le premier qui est un peu coloré olive, et puis le deuxième qui est noir avec une tête en or. Me demandez pas pourquoi, mais on a trouvé de manière empirique que le noir, ça marche bien dans les lacs en Islande. Et d'ailleurs, le noir, c'est une très bonne couleur pour le lac en général. J'en sais rien pourquoi, c'est peut-être une légende, pas une légende urbaine, une légende campagnarde. Mais en attendant, le noir, que ce soit sur les nymphes ou les streamers, moi j'ai toujours eu des bons résultats avec en lac. Donc vous voyez, il y a une expérience dans cette nymphe de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vérifié au bord de l'eau sur la couleur. Et puis il y a un freestyle, une improvisation avec un duel entre l'or holographique et le noir pour donner une allure à la bouche. Puis là, vous imaginez que ça nage comme jamais, quoi. Donc, j'avais fait passer ça en série limitée sur le site à un moment. C'est vrai que ça a une bonne gueule, quoi. C'est le bordel à monter parce que vous foutez du marabout partout dans l'atelier. Donc ma femme devient dingue parce qu'il y a du marabout partout dans la maison quand je fais des séries d'une centaine de nymphes comme ça. Mais en attendant, le marabout, ça a un très bon rendu. Voilà, ça c'est pour les streamers très mobiles. Ah, on passe sur des nymphes à ombre là. Donc, avis aux amoureux de Timalus comme moi. Comment j'ai appelé ça? Je crois la micro-timaline, j'avais appelé ça. Donc c'est tout petit, hein. C'est sur un hameçon numéro 20, fort de fer, une fois de plus. On va pas rater les gros ombres quand même. Il faut être équipé fort de fer, parce que les gros ombres, ça bataille fort. Donc ça, c'est une nymphe, le violet, on le sait tous, hein, un violet rose, c'est la couleur pour pêcher les ombres. C'est sûrement une légende urbaine qu'on a tous inventée en tant que pêcheurs, ce truc que les mouches violettes c'est pour les ombres, mais on s'en fout, ça donne des mouches super belles, on s'en fiche que le violet ça marche ou pas pour les ombres, c'est peut-être totalement un effet placebo, mais en attendant, regardez la couleur, un violet iridescent comme ça, verni, euh, on en mangerait, quoi. La mouche est sublime. Regardez la finition avec la tête noire, glossy comme ça. On croirait un petit bonbon à Ribot avec des petites cercles noires bien foutues, bien fines. Ça, c'est tip top. Ça, c'est une mouche minimaliste. Mais minimaliste, ça veut pas dire facile et fait en une minute, quoi. Il y a tourner le kill synthétique, faire le corps conique, bien vernir la chose. Si vous mettez trop de vernis, c'est moche, ça fait pas effet loupe. Si vous en mettez pas assez, la mouche, elle a pas de gueule, elle semble rachitique. Et là, on est vraiment sur une belle nymphe à ombre à mettre en potence au-dessus d'une nymphe lourde. Et puis là, on peut partir loin en voyage avec ça. On peut aller pêcher sur la Glomar, on peut aller pêcher sur la Dordogne en automne, on peut aller pêcher sur la Teste.
on peut aller pêcher sur la Welsh Dee au Pays de Galles, on peut aller pêcher les ombres du monde entier, même dans les Balkans, en Bosnie, en Croatie, on peut aller sur la Koupa, sur la Ribnik. Voilà, une nymphe à ombre violette qui va marcher partout dans le monde, mais c'est surtout là ce violet holographique en contraste avec le noir brillant en tête, ça fait vraiment une micro-nymphe qui a de la gueule. Et ça pourrait même être une super nymphe légère pour pêcher les ombres en infabus. Voilà. Sur une rivière claire du nord-est ou sur une bordure sur la Sorgue, et on serait au top avec une petite nymphe légère comme ça, violette, pour des gros ombres qui sont en patrouille. En infabus, ça peut être un régal. Hein. En hameçon de 20, ça peut être vraiment sympa. En plus, c'est lesté juste avec une bille en verre noir, ça coulera tranquillou, il n'y a pas de tungstène, donc ce serait au top pour ça. Petite nymphe à ombre violette. Allez, next, parce que sinon je vais passer 1 heure par photo. Ah ouais, là c'est du lourd, là. Ça c'est le gamard pour la Touvre. Ça c'est du lourd, lourd, lourd. Donc il y a une histoire hein, derrière ce gamard. Cédric Nolin, qui est un excellent nympheur, qui est pour moi le meilleur nympheur que je connaisse, il pêchait sur la Touvre et il m'appelle un jour et il me dit Stan, je suis aux galères. Il y a une mouche qui marche trop bien que tu m'avais donné à essayer parce que je donne souvent des nymphes à essayer aux copains pour avoir du retour. Je suis pas fou, je l'ai fait tester pour moi pendant que je suis bloqué à l'atelier. Et Cédric il me dit Waouh, la nymphe là avec les billes en verre un peu olive, elle marche trop bien, il faut que tu m'en renvoies parce que j'en ai plus, j'ai cassé sur les grosses truites. Et là j'ai compris quelque chose parce que pour ceux d'entre vous qui pêchent la Touvre, euh, de ce que j'en entends, je pense que c'est une des rivières les plus difficiles de France, avec les truites les plus éduquées de France. Et en fait, je me suis rendu compte que l'effet translucide avec les billes en verre, bah, c'est mortel. En fait, ça a une vraie raison biologique d'être. Ça fait une vraie différence comparé aux 50 années de mouches qu'elles ont vues les truites. Parce qu'on a un corps translucide avec la lumière qui passe à travers. Et là, j'ai eu une certitude, quoi. Et en plus, ce qui est bien avec Cédric et mes bons copains qui sont très bons pêcheurs, ils vont pas me raconter. Quand je fais une mouche qui marche pas, ils me le disent non, là, t'as été trop loin, c'est too much, ça marche pas, c'est pas la peine, c'est pas assez vivant, c'est pas la bonne couleur. Ils me donnent un retour honnête. Et par contre, quand il y en a une qui marche, ce qui est bien, c'est qu'ils me le disent aussi. Donc là, ce gamard, bon, on est au top du top. Hein. 2 billes de lièvre, tournées, sorties au velcro, avec des billes en verre olive, avec une carapace brune translucide. Pour moi, c'est mon gamard le plus abouti en termes de technique. C'est une tuerie. Quoi. Je l'avais appelé le gamard de la Touvre parce que ce vert olive, il marche bien au milieu des herbiers. Mais bon, il s'est révélé plus tard qu'il a pris du poisson sur la Ribnik et sur le Doubs franco-suisse. Alors là, il a été, disons qu'il a eu 3 Césars, le gamard là, parce que déjà un gamard qui fait la différence sur la Touvre, pour moi, c'est un excellent compliment. Et quand mon copain Yannick Jouan, son fils, il a pris sur Ribnik un nombre record avec, alors là je me suis dit c'est fantastique parce que sur Ribnik en Bosnie la pêche est extrêmement dure. Donc félicitations à ce gamard à gros ombres. Et sur le Doubs franco-suisse, il a déclenché des grosses zébrées aussi. Donc là c'est 3 preuves de succès, je ne peux pas vous en dire plus. Hein. C'est même pas moi qui ai pêché avec, mais on sent qu'il a vraiment une bonne gueule. Voilà, je vous le montre sous des autres angles. Vous voyez, ce dubbing de lièvre, il va vraiment danser sur les pattes et la carapace, elle va être super translucide et on est vraiment dans des bons coloris de gamard. Sur certaines rivières, il a ce brun olive sale. Puis vous voyez, on a même un effet d'anneau en fait sur le corps. Hein, on a une alternance de vert olive avec brun foncé. Et puis, bah, comme d'habitude, la tête qui est finie, vernie. Là, il n'y a pas de problème, l'anneau est jamais bouché. Donc une mouche fonctionnelle, magnifique, qui prend du poisson sur les rivières les plus dures du monde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Mais bon, ça, les gars, c'est 10 ans de travail. Hein. C'est 10 ans de recherche à l'étau, à tester, à casser des fils sur l'étau. C'est beaucoup de recherche, quoi. Donc, le gamard de la Touvre, pareil, dans mon top 5 des meilleures mouches que j'ai jamais produites, je crois, déjà avec la nymphe de mai. Voilà, je vous mets un troisième angle. Ça, c'était une variante un peu plus brun-roux, avec un orange spot pour le Doubs, parce qu'il s'est avéré que l'été, sur le Doubs, on avait regardé les gamards sous les cailloux, et c'était plus l'idée brun-roux, orange sale sur le Doubs franco-suisse. Donc,
avis aux fracassés du ciboulot de nymphe à vue, regardez le coloris des gamarres sur vos rivières, ça peut tout changer, hein. Du granit en Bretagne au calcaire de la Sorgue, en passant par les tufs de la Loue ou les blocs rocheux des Gaves, les gamarres n'ont pas du tout la même gueule. Donc surveillez bien la couleur de vos gamarres. Et ici, orange spot. Ouah, l'orange spot, les gars, voilà, c'est dur l'orange spot. Il va me falloir 1 heure pour parler des gamarres orange spot, mythe ou réalité, quoi. Mythe ou réalité, l'orange spot? Eh ben, moi je pense que c'est une réalité, parce qu'il y a une explication biologique. C'est en fait un parasite qui infecte le gamard et qui donne cette couleur orange. Et par défaut, il est plus visible pour les truites, et surtout, elles doivent penser que c'est un gamard qui est en galère, donc plus facile à manger. Donc il y a une vraie réalité derrière l'orange spot, sauf que les monteurs de mouches ont pris ça du côté pratique, et c'est-à-dire que ça donne plus de visibilité d'avoir un spot orange sur le gamard. Quand vous pêchez en nymphe à vue, que vous avez pu où est votre nymphe, bah, ça aide d'avoir l'orange pour voir, comparé au poisson, où est la nymphe. Donc double utilité de l'orange spot, hein, utilité biologique pour coller à l'éclosion, même s'il n'y a pas d'éclosion de gamard. D'ailleurs, c'est une blague que je fais souvent, hein. Petite blague, moment comique, il y a eu une éclosion de gamard. Voilà, je vous laisserai réfléchir à ça, sachant que c'est un crustacé et qu'il n'y a pas d'éclosion de gamard. Et du coup, orange spot, ça peut servir. Moi, perso, je suis pas trop fan, parce qu'avec les années, j'ai vraiment radicalisé mes nymphes de nymphes à vue. J'ai vu que tous les grands pêcheurs vont vraiment sur du discret, du terne, des nymphes vraiment fantomatiques. Donc sur les gamarres, je suis pas trop fan de l'orange pot parce que c'est souvent en bordure dans peu d'eau et on voit ce que font les poissons. A l'inverse, sur les pheasant-tail, j'aime bien l'orange pot parce que c'est parfois dans plus de profondeur. Mais comme je pêche souvent en gamard léger quand c'est en bordure, moi je suis pas un grand fan de l'orange pot sur les gamarres. Question de goût une fois de plus. Voilà pour les 3 petites photos de gamarres. Next. Ah, c'est sympa, là, on change d'univers. Là, ça, c'est des petits streamers un peu spécifiques que j'avais fait pour pêcher dans les lochs en Irlande. Euh, J'avais un copain à l'époque qui allait pêcher le loch Mask, tout ça, les fameux lochs où il y a des truites fantastiques. Et il voulait pêcher les bordures avec ça en stripant des mini streamers, donc il m'avait demandé. Et je lui ai fait un petit duo de mini streamers. Là. Vous voyez, je vous les alterne. Donc là, j'ai complètement tripé. C'est pareil, je me suis mis en freestyle avec des billes en verre décalées. Voilà, un espèce d'alvin. Alors là, avec un duo vert fluo, noir glossy. C'est super beau. Moi, j'adore ça. Ça fait un super contraste. Et puis l'autre, qui est plus académique, avec du doré. Et puis une petite bandelette de lapin naturel derrière. Sachant qu'il y a des matériaux naturels qui développent des couleurs fantastiques, hein. Le lapin est très sympathique, hein, vous voyez, avec le bout du poil qui est très foncé, et puis le corps du lapin qui est couleur crème jaune sale, c'est vraiment sympathique, quoi. Donc 2 petits micro-streamers, toujours l'ardillon écrasé, je supporte pas les ardillons. Par pitié, je vous dis un truc, à la limite, pêchez les truites avec ardillons si vous voulez faire de la boucherie, mais ne pêchez pas les ombres avec des ardillons, franchement. L'ombre, c'est un poisson super fragile. Vous pêchez un ombre avec un ardillon, vous allez lui défoncer la mandibule. Et c'est une boucherie d'essayer de lui enlever une nymphe avec ardillon à un ombre. Voilà, je fais mon plaidoyer. Désolé, je milite pour le no-kill. Tant pis, je sors du bois, je fais mon coming out. Je suis un fan de no-kill. Mais évitez les ardillons, au moins sur les ombres, par pitié. Quand on prend des ombres et qu'on les voit avec la bouche défoncée, les pauvres poissons, c'est tellement simple le sans ardillon. Et en plus, franchement, vous ne perdez pas plus de poissons. Gardez l'attention dans votre ligne, vous ne perdrez pas moins de poissons sans ardillon. C'est des légendes urbaines, c'est archaïque l'ardillon, les gars. Franchement, écrasez tous vos ardillons, laissez tomber l'ardillon. Franchement, c'est old school, ça sert plus à rien. Vive la pêche sans ardillon. Voilà, désolé, j'ai milité un peu pour le sans ardillon. Allez, on passe à la suivante. Ah, c'est sympa, ça a un effet comme ça, un peu essence, iridescent. Ouais, l'effet, il est killer. Ouais. Ça, c'était micro-streamer pour les truites de mer. Hein, un peu anchois, lamproie, petit poisson huileux comme ça. Ça a une bonne gueule, ça, avec une influence sparkler. Hein, pour ceux qui connaissent les mouches streamers de réservoir, le sparkler avec des fibres très brillantes.
Donc ça, c'est super, super prenant pour les poissons un peu excités, un peu violents là. Ça peut aussi marcher en réservoir, hein. C'est un peu raide, les fibres derrière, mais sur une nage cassée, ça fait le job. Donc ça, pour ceux qui pêchent les truites de mer dans l'ouest, là, quand vous voyez une truite de mer en poste en bordure, vous lui passez ça devant, soit en dérive semi-inerte, vous faites le poisson presque mort, ou même en dérive inerte, hein. Des fois, les micro-streamers en dérive morte, ça fait le job tout seul, hein. Et là, ça va travailler tout seul. Vous laissez dériver ça au gré du courant, la fibre, elle bouge, et l'effet iridescent, là, sur les perles vernies, il va bosser tout seul, hein. Ça va faire des reflets, même pas des reflets, des effets de dingue que les poissons n'ont jamais vus. Elles vont courir après, quoi. Donc, petit micro-streamer pour truites migratrices. C'est l'idée de cette série limitée. J'avance parce que j'en ai des tonnes, hein. Je veux pas faire une vidéo de 4 heures. Donc, ah, ça, c'est le top, ça. Ça vient de mon copain Cédric Nolin. Il pêche beaucoup, beaucoup avec des micro-nymphes jigoff, particulièrement sur la Loue et les rivières du Nord-Est. Donc Cédric Nolin, il pêche qu'en nymphe à vue. Donc il m'influence sur des nymphes très très efficaces, quoi. Lui, il fait pas, il n'y a pas de marketing, tout ça, avec des coloris de fou. Il faut que ce soit des nymphes qui pêchent fort, des gros poissons, discrètes, efficaces. Et Cédric, il aime quand même bien les nymphes lestées. Donc je le revois là-dessus, parce que moi j'aime bien les nymphes lestées aussi. Et le jig-off, c'est un très bon compromis pour le lestage. Désolé, je parle des mots techniques. Le jig-off, c'est la bille tungstène en forme de goutte que vous voyez ici sur la tête de la nymphe, parce que je parle peut-être pas des spécialistes. Donc une bille tungstène décalée, donc plus de poids sur des micro-nymphes. Ça, c'est une évolution des dernières années, hein, ça n'existait pas il y a 10 ans. Donc on a là une micro-nymphe hameçon de 20 fort de fer avec un poids décalé vers l'avant, un petit corps annelé en cuivre enroulé avec des dizaines d'enroulements, petite cerque bien foutue, assez aérée. Là, on est sur une nympho top. Après, il faut juste soigner sa dérive, quoi. Nous, on pêche à vue dans le nord-est avec ça, sur la Loue, le Doubs, l'Ain. Une micro-cuivre, c'est très connu, vous le savez bien, je ne suis pas le seul à vendre des cuivres, tout le monde vend des cuivres. C'est un modèle universel qui marche partout. Et ce qui est très bon dans les micro-cuivres, c'est d'avoir un enroulement très dispersé, comme ici, avec des dizaines de tours de fils de cuivre très très fins. Et en fait, ça fait un effet annelé très réaliste. Au lieu de faire 5 enroulements de gros cuivre, ça fait vraiment un effet d'anneau très brut. Et ce qui marche sur ces micro-cuivres, c'est ça, c'est les dizaines d'enroulements avec du fil de cuivre très fin. Donc ça, une nymphe, inspiration Cédric Nolin, pêcheur en nymphe à vue, micro-nymphe très lourde avec des couleurs assez discrètes. Et Cédric, je l'ai déjà vu avec la nymphe là, cartonnée, des gros ombres, des grosses truites zébrées sur la Loue. Après, attention, les grands pêcheurs comme Cédric Nolin et autres très bons pêcheurs en nymphe à vue, ils ont une dérive parfaite. Il n'y a pas du tout que la mouche qui compte, hein. Ils ont des modèles de mouches très simples, très efficaces, très sobres. Par contre, ils ont une dérive mortelle. C'est dérive parfaite. C'est vraiment ce qui compte pour eux et qui fait qu'ils prennent beaucoup de poissons. Voilà, modèle, influence, pêche en nymphe à vue, discrète, petite nymphe, efficace. Next. Ah, c'est sympa ça aussi. C'est imitation de Riacophile, donc là c'est funky, hein. Là c'est les mouches à Stan qui se fait plaisir à l'atelier, on part dans tous les sens avec les matériaux. Là il y a un gros délire dans la dualité entre le jaune miel et le noir, avec une carapace, un espèce de corps verni. Il y a un cœur noir dans la nymphe. Ça c'est du nymphe évolution pur jus, hein, disons. C'est une nymphe un peu psychédélique qui serait plus une nymphe à ombre. Donc une nymphe pas très académique, un peu funky. C'est un peu trop glossy, bizarre pour reprendre des truites, mais ça peut être une nymphe à ombre sympa pour s'éclater. Ou sur des truites bizarres en réservoir, ça peut se pêcher. Mais là, c'est clairement une nymphe qui l'emporte sur l'esthétique. J'aime beaucoup l'effet de cœur, c'est-à-dire il y a un corps qui est pris à cœur, et ça c'est un travail avec des perles en verre très spéciales. Donc les perles en verre, elles ont déjà un cœur avec du verre transparent autour, et je réenroule un ribbing autour de la nymphe. Un ribbing, c'est une bande de caoutchouc pour donner cet effet cœur d'asticot, quoi. Un effet larvaire très sympa. Là, on est plus sur de la nymphe vraiment artistique que de la nymphe prenante, hein. On est sur un tableau œuvre d'art. Je m'éloigne un peu des nymphes prenantes, mais c'est tellement beau. Next. Ah, on repasse sur du gammar. Ouais, bah, je vous en ai parlé avant, hein,
les gamards cristal. Bon, je leur ai donné plein de noms à mes gamards, mais le gamard que j'ai développé, c'est celui qui a des billes en verre dans le corps. Et là, on voit très peu chargé en dubbing de lièvre, on est sur du brun roux, c'est sympa aussi. Un petit peu clair, hein, ce gamard, il ne peut pas forcément marcher partout. Ça peut être clair pour des poissons éduqués. Par contre, ça peut être un très bon gamard en réservoir, effectivement, sur des plages de sable, ça peut être un gamard très sympathique. Pour info, le gamard que je vous décris, c'est une tuerie en rivière, mais c'est aussi une tuerie en réservoir. En plus, ça coule à la bonne vitesse, parce que le verre, ça a le poids du laiton, et il coule vraiment à une vitesse sympathique qui est bien équilibrée pour la plupart des cas, quoi. Voilà, je vous ai déjà parlé du gamard, on passe à la suivante. Ah, c'est original ça. Ça, c'est la Nouvelle-Zélande. Tout de suite, quand je vois la nymphe là, je pense au lac et aux rivières de Nouvelle-Zélande où les grosses truites mangent des libellules. C'est aussi le cas en Tasmanie, les truites se gavent sur les larves de libellules. Donc ça, c'est mon copain Olivier Beuret, vous pouvez aller voir, il a un blog, ça s'appelle Olive Go Blog, c'est un très grand voyageur. C'est un moucheur voyageur fou, il a fait plein de pays. Et il me disait à l'époque qu'il avait fait des cartons avec des nymphes de libellules dans les lacs de l'île du Sud en Nouvelle-Zélande. Et puis du coup, ça m'a attisé. Je m'en souviens, c'était l'hiver, il m'avait appelé, il m'avait raconté ça. Je me suis dit, ouais, je vais faire une larve de libellule qui marche bien aussi au Royaume-Uni, ils aiment bien ça. Donc j'avais fait ça à moitié pour le Royaume-Uni, influencé par la Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'est terrible, hein. Et puis je suis content du rendu sur les yeux parce que ça a des gros yeux comme ça. Une larve de libellule, c'est une grosse larve, hein. C'est un hameçon de 8 long. Et les yeux sont comme ça en mode Spider-Man, là, des gros yeux noirs, imposants, avec des pattes bien mobiles, une translucidité, et puis je me suis lâché sur la queue en poil de lapin assez fluo. Moi je trouve qu'elle a vraiment une bonne gueule cette demoiselle. Ça s'appelle des demoiselles, des libellules. Donc une larve de libellule comme ça, un peu vert olive flashy, ça c'est super pour pêcher les grosses truites, hein. Grosses truites arc-en-ciel de 80-90 cm qui vont manger dans les herbiers, quoi, dans les lacs. Elles sont en tailing dans les herbiers, et puis elles cherchent les grosses nymphes de libellules. Donc vous imaginez, hein, ça fait un truc de 7-8 cm, ça fait une sacrée source de protéines pour une truite. Donc ça c'est une super nymphe à grosse truite pour l'étranger. En France, ça fait un peu gros quand même, hein. C'est un peu gros d'aller pêcher avec ça dans les réservoirs français. Si vous vous pointez avec cette nymphe, j'en sais rien, au lac de Virieu ou au moulin de Gémage, sur des réservoirs classiques français, ça fait un peu gros. Quoique des fois, ça peut marcher à l'absurde. Allez, suivante. Un petit asticot, imitation de nymphe céramique avec des perles, avec toujours l'effet cœur là dont je vous parlais. Donc cet effet un peu translucide larvaire, vous le voyez bien ici, avec un petit or opalescent, quoi, un effet opalescent avec une petite tête noire en tungstène. Donc ça, c'était une micro-nymphe à ombre, imitation céramique avec du tungstène en tête translucide. Bon, même concept que les céramiques, hein, très petite taille, mais poids très dense, pour que ça coule vite et amener une petite bouchée dans la bouche des poissons. Nymphe ultra minimaliste, quoi. Encore un espèce d'asticot ultra moderne. Puis bon, au-delà de l'esthétique, ça c'est incassable, hein, c'est verni. Là, laisse tomber, tu peux mettre un coup de marteau dessus, la nymphe là, tu la casseras jamais, hein. Vous la laisserez dans des branches ou dans une souche avant de la casser, hein. Tout ce qui est verni, c'est incassable, hein. Les vernis UV, quand ils sont bien exécutés, ils sont incassables, quoi. Donc petit asticot pour les gros ombres ou pour une grosse truite assez facile. Ah, les larves stream. Bon, là, ça va vraiment faire une grosse vidéo, mais je me lâche, tant pis. Le larve stream, bah, en fait, j'ai compris que l'effet de transparence, ça prenait vraiment beaucoup plus de poissons. Et même les alevins, voilà, en regardant des petits alevins de poisson blanc, n'importe quel alevin de poisson a ce caractère transparent avec les entrailles visibles. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus et je me suis dit pourquoi pas faire un effet entrailles sur les petits streamers. Mais le problème, c'est que les perles vernies, ça tue l'effet vivant et il faut toujours compenser avec des matériaux vivants. Donc je vous passe là l'exemple des larves stream verron. Bah, j'ai compensé les perles vernies avec soit du marabout, soit du lapin. Dans ce cas-là, c'est du lapin pour faire quelque chose de très vivant. Ah, vous voyez, on en mangerait là. Regardez l'effet glossy comme ça avec une double dimension dans la mouche. Ça, c'est sublime, hein. On en mangerait, franchement, on croirait des bonbons. Ceux-là, je les adore, quoi. J'ai pris un plaisir énorme à monter les nymphes là, placer les yeux, vernir la mouche. Et puis quand vous mettez le vernis, paf, la nymphe, elle prend d'un seul coup
cet effet comme un bonbon brillant, c'est super sympa à faire. Comme mouche, j'adore ça. Donc voilà, je vous montre plusieurs images. Voilà, et j'adore l'effet des entrailles. Donc ça, en réservoir, c'est une tuerie, hein, parce que ça renvoie des reflets, le lapin, il bouge tout seul dans tous les sens, c'est super solide. Et puis une fois de plus, les truites en ont jamais vu. Donc on est toujours sur les mêmes répétitions de la vieille école de la pêche, alors qu'il y a plein de nouveaux matériaux à disponibilité. Et des fois en réservoir, les truites arc-en-ciel, elles sont juste curieuses, hein. Il y a des choses qu'elles n'ont pas vues, elles y vont, hein, ou des effets qu'elles n'ont pas vus, mais même aussi en rivière. Donc moi j'aime bien ça, essayer des choses nouvelles. Quitte à me casser la gueule des fois parce que ça marche pas, c'est pas grave. J'aime bien essayer des nouveautés, quoi. Voilà, dernière petite photo, là vous voyez, là le corps il est magnifique, hein, avec le petit cerclage en cuivre, très dur à exécuter là, le petit cerclage en cuivre sur la fin de la mouche. Donc les larves stream Nymph Evolution, j'en ressortirai sûrement, mais une mouche tip top quoi. Petit streamer, micro streamer à faire dériver parfois en dérive inerte aussi. Voilà, c'est surtout pour les pêches en nymphe à vue ou à stripper en réservoir. Ne pêchez pas ça en potence, ça sert à rien d'avoir un poissonnet en potence au-dessus d'une nymphe lourde. Enfin, ça peut marcher, hein, mais je ne pense pas que ce soit le but de cette nymphe. Encore un petit asticot, Jigoff. Ça a été fait pour la sorgue. La sorgue, c'est les mêmes problématiques chez nous dans le nord-est que sur la Loue, sur le Doubs. Des gros ombres qui mangent sur le fond, éduqués, des toutes petites bouchées très lourdes et réalistes. Et c'est ça ce qu'on a là avec ce petit asticot en jig, avec un jig tungstène, avec une variation olive qui marche très bien sur les herbiers de la sorgue. Donc ça c'est tip top. C'est tout petit, hein, c'est un hameçon de 20, ça coule très vite. Et puis si vous passez ça à proximité d'un gros ombre sur la sorgue, il y a de grandes chances que ça l'intéresse. Voire même une truite. Ça peut quasiment intéresser les truites en eau profonde. C'est assez discret donc c'est sympa. Le petit asticot de la sorgue. Suivante. Ah le lombric. Ouais, ça j'avais déliré, j'avais fait ça pour le Royaume-Uni aussi. Je sais pas si ça marcherait en France. Là, on est vraiment une fois de plus dans de l'artistique, hein. J'ai essayé de reproduire un lombric, je me suis éclaté. Je trouve que l'effet est très beau. Alors j'ai galéré, hein, c'est des heures d'essai hein, sur les proportions, les types de billes, le type de vernis, voilà, comment faire l'anneau, les coloris. Parce que un brun foncé, ça va pas être pareil qu'un brun orange. Il va me falloir une bille à cœur qui donne un effet lombric. Ça y paraît pas, mais il y a c'est 30 heures de recherche sur une nymphe comme ça, mais c'est du grand plaisir, quoi. Il faut trouver la bonne forme d'hameçon. Voilà, c'est une nymphe un peu raide, qui va pas du tout nager comme un squirmy, dont l'effet des squirmies, c'est du caoutchouc qui bouge fort, alors que là, on est sur une nymphe raide. Bon, là, on est carrément sur une nymphe artistique, hein. Ça peut marcher, hein, je pense qu'en réservoir, ça peut marcher. Voilà, je pêcherai pas avec ça en rivière, je vais pas vous vendre du rêve, c'est une nymphe assez raide, translucide. Mais là, on est carrément sur un délire artistique, quoi. Ok, next. Ah, le petit... comment j'ai appelé ça? Le tricot moutarde, sûrement. Bon, vous savez que dans ma collection classique, j'aime beaucoup l'effet jaune moutarde. Et puis là, j'ai essayé vraiment de triper là-dessus, d'avoir un sous-corps là, translucide effet moutarde, hein. Donc j'adore la tête en cuivre et le corps jaune moutarde avec le dubbing iridescent. Ça, c'est la recette de mes céramiques de base que j'adore, quoi. J'ai pris du poisson dans le monde entier avec cette combinaison de couleurs, donc je la décline souvent. Et voilà, ça c'est mon coloris le plus vendu, hein, de tous mes clients, de tout moi ce que j'ai pêché, de tous mes copains qui pêchent avec mes mouches. Le coloris, le corps moutarde avec la tête cuivre et le dubbing iridescent, ça a pris des poissons partout autour du monde, truite, ombre, saumon de fontaine, truite arc-en-ciel, tout ce que vous voulez. Donc j'adore cette variation. Et là j'aime beaucoup beaucoup le corps qui a vraiment un rendu larvaire, quoi. On a les anneaux, on a le jaune moutarde, on croirait vraiment une vraie nymphe de trichoptère. Donc très bonne gueule pour celle-là. J'en ressortirai peut-être cet automne 2021 parce que c'était vraiment une nymphe sympa ça. Next. Ah, une petite merdouille de réservoir. Donc vous voyez, des fois il en faut pas beaucoup, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le montage de mouches, moi je le vois, pour ceux d'entre vous qui sont musiciens, c'est comme du jazz. Qu'est-ce qu'on fait dans le jazz? On prend un thème de base et on va improviser autour. Mais on garde un espèce de socle, un piédestal duquel on ne va pas déroger. Et par contre, esthétiquement, on va improviser, se lâcher, tout en gardant une unité autour de ce thème. Et là, on est sur un éphémère trichoptère. Ça, c'est ça l'unité à laquelle on ne va pas déroger. Il faut un corps, une tête, un thorax.
Ça, c'est mon thème de base. Et moi, je vais improviser autour de ça. Et là, je vais improviser de manière sobre. C'est-à-dire que il n'y a pas de reflet, il n'y a pas de couleur flashy, c'est pas clinquant, il n'y a pas des traits forcés. Là, on est sur une nymphe très vivante, très légère. Voilà. On a un dubbing tourné sur le corps, on a un tout petit thorax émergent en paraposte et une petite tête noire. Donc là, on est sur un thème très discret, furtif. Voilà. Et ce genre de micro-merde en hameçon 18, c'est super minimaliste, c'est bien foutu, ça coule doucement, ça fait pas peur. C'est une très bonne nymphe de bordure pour les truites difficiles à l'étiage. C'est léger, ça va pas bloquer, ça va couler tout doucement. Ou alors, c'est aussi une très bonne nymphe de réservoir à stripper, engluée sous la surface ou en bordure en nymphe à vue. Des fois, il en faut pas beaucoup, hein. Franchement, moi j'aime bien les nymphes artistiques, mais je vais vous faire une confidence. Une vraie nymphe de pêche, moins il y en a dessus, mieux c'est. Vous regardez ma collection de base, les céramiques et les Faisantail, elles sont ultra épurées, quoi. Elles sont ultra dégraissées, quoi. Une bonne nymphe de pêche, moins il y en a, mieux c'est. Mais après, ils font un bon choix des matériaux. C'est comme de la cuisine, hein. Si vous prenez des ingrédients de merde, vous ferez que de la merde, je suis désolé. Le montage de mouche, c'est pareil. Il faut sélectionner les bons ingrédients à la base avec des bons matériaux. Si on met un beau travail artisanal dessus, on va arriver à quelque chose de beau. Mais vous n'arriverez jamais à des mouches qui pêchent ou qui sont belles avec des matériaux de merde. Désolé de vous le dire, mais c'est ça qui fait une bonne mouche de pêche. Allez, suivante. Ah, Bonefish. Allez, on va faire un petit tour à Los Roques, au Jardin de la Reine, au Venezuela, à Ascension Bay, au Mexique, où vous voulez pêcher les Bonefish. Ça, j'ai fait tester un copain qui a pris avec. Non, il a pris en Guadeloupe avec ceux-là, sur les turtle grass. Donc, je vous traduis pour ceux qui ne connaissent pas la pêche du bonefish. Les bonefish peuvent se tenir soit sur les bancs de sable ou soit sur des bancs d'herbe qui ont cette couleur brun-olive qu'on appelle turtle grass, l'herbe à tortue. Et donc, il m'a demandé des nymphes de cette couleur, enfin des nymphes, des mouches à bonefish. Et là, j'ai complètement improvisé, quoi. Donc, vous voyez, ça ressemble à rien. C'est censé ressembler à une crevette, mais en fait, ça ressemble à rien avec dubbing holographique. On est presque sur une nymphe de rivière pour pêcher le bonefish. Patte en caoutchouc avec le dubbing. J'ai totalement freestylé là, sur cette nymphe à bonefish, mais je trouve qu'elle a de la gueule. Moi, avec, Par contre, les hameçons, pas de pitié, Tiemco. Il m'avait demandé avec Cardio. Donc j'ai exaucé ses souhaits parce qu'il m'a dit qu'il décrochait les bonefish. Donc moi, j'irai le pêcher sans ardillon. Mais bon, voilà, sur un gros Tiemco, bon là, c'est du produit qui coûte cher. Hein. Les hameçons Tiemco, c'est de la qualité. Mais sur le Bonefish, pas de pitié. Voilà, univers tropical. Suivante, on va changer d'univers. Allez, on retourne sur univers pêche de l'ombre, la Rainbow Warrior. Donc j'ai appelé cette nymphe la Rainbow Warrior. C'est un clin d'œil au bateau de chez Greenpeace, voilà, au bateau des écolos. Et puis Rainbow, voilà, le combattant arc-en-ciel, hein, c'est rigolo. C'était une nymphe avec une grosse dose d'arc-en-ciel. Ça, c'est une de mes plus belles réalisations artistiques aussi. J'en avais vendu mais des tonnes au Royaume-Uni. Je crois que c'est quand je vendais au Royaume-Uni avant le Brexit, parce que là j'ai arrêté, c'est trop compliqué. J'en ai vendu des wagons. Ils ont adoré cette nymphe, les pêcheurs britanniques, parce que c'est des fans de pêche d'ombre. Attention, le marché britannique a pas trop à voir avec le marché français. Ils sont fans d'ombre. C'est des gentlemen qui justement, ils ont du panache, les Britanniques. Ils vont essayer des nymphes spécifiques, ils vont tester des trucs violets, roses, flashy. Et moi, je me suis éclaté sur les nymphes à ombre pour les Britanniques. Et celle-là, elle est magnifique. Regardez-moi cette bille arc-en-ciel en tête, le corps en quille iridescent, avec petite cercle grise ajustée, tu vernis bien tout ça, parfaitement triangulaire, tip top. Une nymphe à ombre pour s'éclater. Ah, on continue dans les nymphes à ombre. Un petit, comment j'avais appelé ça, le Velvet Buzzer. Voilà, les buzzers en anglais, c'est les Kiro français. Donc tête un peu grosse, mais j'avais tripé là-dessus pour le Royaume-Uni. J'avais fait une série de deux. Rose, violet, donc bah, c'est aussi bien une nymphe de réservoir qu'une nymphe à ombre. Hein. Regardez ce beau violet là, il est beau, hein, ce violet là pour les ombres, violet iridescent, c'est super. Nymphe ultra minimaliste, mais qui a de la gueule, quoi. Une nymphe qui impose son style. Voilà, ça c'est du nymphe évolution pur jus. Là, je casse les codes complètement. Je suis dans le minimalisme total, mais une fois de plus avec des produits de qualité, quoi. Allez, suivante. Ah, le Sawyer Bug. Comment j'avais appelé ça? Sawyer Bug, ouais. Donc ça vient d'une idée de Frank Sawyer qui pêchait avec un espèce d'asticot en dubbing simplement, et j'ai improvisé là-dessus.
J'avais ramené d'Écosse de la laine de mouton Shetland qui est ultra fine, vous voyez ici l'effet, et je la tire au velcro et ça fait des corps super vivants comme ça, c'est magnifique. Donc Sawyer improvisation autour de la laine de Shetland très vivante qui donne un rendu de dingue quoi. Et là il y a un gros travail parce qu'il faut vernir avant la tête et le point final. Et après seulement, il faut mettre le dubbing. Donc c'est des étapes inversées. D'abord, j'ai du vernissage et après seulement, j'incorpore le dubbing cerclé. Il y a un travail au velcro. C'est beaucoup de boulot, hein, la mouche là, mais on est sur un ratio artistique efficacité qui est très bon. Là, on est sur une mouche qui est très très belle et qui pêche très bien. En plus, on est quasiment sur des coloris à truite. Voilà. J'en ai une deuxième là pour vous montrer. Ah, le violet Milka, il est beau en tête là, hein. Donc, pour faire la tête là, déjà c'est du boulot. Vous imaginez, je dois déjà vernir 3 perles et après mettre mon dubbing. Mais le rendu, il est mortel quoi. C'est une nymphe très vivante, super sympa les Sawyerbug. On continue sur ces nymphes vivantes en laine de Shetland. Celle-là, elle est magnifique, hein. Ça, c'est une mouche d'ouverture que j'avais fait, une mouche très vivante, assez grosse, avec cette laine de Shetland très vivante. Et moi, j'aime bien les cercles. C'est des cercles en fibre holographique, mais je les griffe avec du velcro. Comme ça, mon effet holographique, il tombe un peu, puis ça fait un peu translucide, un peu papier buvard, comme ça. Là, on est sur une nymphe très vivante d'ouverture, très belle nymphe à truite. Pour pêcher la truite en eau froide à l'ouverture, en eau froide et limpide, une nymphe discrète, mais très vivante. Là, on est sur de la très très belle nymphe. Vous voyez, on devine le double cerclage dans la nymphe, et puis la bille olive foncée, elle est terrible, quoi. Donc, et puis surtout l'alternance entre la laine de Shetland qui est très naturelle et mate et le dubbing holographique, ça fait une nymphe très très vivante. Super sympa. On passe à la prochaine. Ah, super ça aussi, une petite olive bien gaulée comme ça. Ça c'est parti de cette bille à cœur d'olive. Là vous voyez une bille en verre avec de l'olive un peu fumée dedans, noire comme ça. Je me suis dit ouais mais ça ferait une super nymphe légère pour la nymphe à vue ou en potence, hein. Petit esprit de Tail olive avec une bille nouvelle génération. Donc là, on a une confrontation ancienne-nouvelle école dans cette nymphe. On a de l'ancienne école avec du faisan tourné académique sur le corps, avec un cerclage olive sympa. Et en tête, on a une bille nouvelle génération en verre avec de l'olive incrustée dedans. Enfin, là une œuvre d'art, quoi. Et petit thorax en dubbing de lièvre bien foutu, les cercles bien équilibrés, pas trop longues, pas trop courtes. Si les cercles sont trop longues, la truite peut rater la nymphe et la pousser du nez. Si c'est trop court, c'est moche, ça fait vraiment une mouche mal finie. Donc un équilibre des cercles, voilà, une olive black smoke là, tip top. On revient sur des nymphes très vivantes avec la laine de Shetland. Je sais même plus comment je l'ai appelée, hein. Franchement, des fois j'invente des noms, mais j'ai trop de modèles pour retrouver les noms. Ça c'est top aussi, hein. Notez bien la bille cette fois-ci, ça s'appelle Spanish Olive. Bien sûr, c'est pour imiter une olive espagnole. Les belles olives espagnoles, elles ont cette couleur que vous trouvez sur les marchés, cette olive un peu huileux là, un peu brun. Et ça, c'est super beau aussi. Ça. On voit les différents fils utilisés dans la laine de Shetland qui ressortent, hein. Il y a du fil brun rouge, il y a du fil olive, il y a du fil blanc. Et puis tout ça tourné sur la mouche, ça donne un coloris de dingue, hein. Vous voyez, là, sous un autre aspect. Vous imaginez comme ça nage dans l'eau, c'est super vivant ça. Série limitée suivante, ou les javis. Ça c'est du lourd les gars, hein. Ça c'est beau mais c'est spécifique, hein. C'est très très lourd, c'est encore plus dense que les céramiques je crois, c'est du full tungstène, c'est même pas tungstène plus plomb. Ça c'est des nymphes vraiment pour les eaux puissantes, hein. N'allez pas pêcher avec ça dans des eaux peu profondes, ça va exploser en surface, c'est pas la peine. Le javi, il est très spécifique, il est très très lourd. Surtout là, c'est monté sur un hameçon taille 12, ça envoie du lourd, hein. Ça, c'est une nymphe d'ouverture, ou alors c'est vraiment une nymphe pour les eaux très très fortes, en Suède, en Autriche, pour des milieux très alpins, ou je sais pas, par exemple, si vous allez sur l'Arc, là, en Savoie, ou sur des gros gros bouillons, sur la Drance, mais c'est vraiment des nymphes pour des eaux fortes. Bah, j'ai tripé, hein, comme d'habitude. Là, j'ai fait le Javi Rastafari, donc avec les couleurs Rasta, hein, le vert, jaune, rouge. Bien rigolo. Joli quill holographique là sur le corps, bien conique. Super sympa l'alternance des couleurs, j'ai bien rigolé. Puis une deuxième version, plus sobre, plus sympa, noir comme ça, noir un peu holographique, avec un petit spot fluo sur le Javi.
Donc bien sympa la nymphe. Ah, on change d'univers, les petits asticots. Alors je vous le disais, des fois il en faut pas beaucoup, hein. Alors vous savez ce que c'est ça? C'est du fil d'aluminium qui est très léger, enroulé sur un hameçon. Et franchement, des fois c'est tout con. Alors c'est plus une mouche à ombre et un réservoir, mais ça fait un petit asticot léger en aluminium qui coule tout doux. Et d'ailleurs, il faudrait que je repêche en réservoir avec ça, parce que je l'avais oublié celle-là. C'est bien que je m'en rappelle. Ça c'est terrible ça. Faudrait que j'en ressorte aussi blanc crème comme ça en rose, c'est terrible. Petit asticot tout con, tout simple, hein. Fil d'aluminium verni, et ça peut faire son job, hein. En réservoir, ça peut marcher. Sur les ombres, ils aiment bien, hein. Les mouches minimalistes comme ça, juste avec des anneaux. Là, on est à la forme la plus pure, réduite du nymphe, hein. C'est difficile de faire plus simple, mais il faut toujours une élégance et un certain minimalisme, mais bien chiadé, quoi. Il suffit pas non plus d'enrouler, il faut des proportions et les bons matériaux, quoi. Ah, ça, vous savez ce que c'est? Ça, c'est une nymphe streamer pour la truite de mer. J'avais été pêcher les truites de mer au Danemark et le mec me disait que ça marchait bien avec des petites anguilles, des petits alevins. Ouais, je lui ai dit, tiens, tant qu'à faire, on va faire un mix des deux. Et vous voyez, là, il y a un délire de construction. En faisant un nœud sur une fibre holographique, bah, j'ai fait un espèce d'effet anguille, quoi. Donc, corps translucide, et puis une grande fibre qui traîne derrière. Donc là, on est sur une idée d'un petit lançon, quoi. Une petite anguille, quoi, comme on appelle ça, une civelle, voilà. Mouche à truite de mer, hein, sur hameçon fort de fer aussi. Donc un petit délire holographique, une petite civelle. On repart dans un autre univers. Voilà, ça j'avais cartonné en réservoir à l'étiage avec ça. Euh, les truites étaient difficiles, donc ça c'est tout petit, hein, c'est monté sur l'hameçon numéro 20. Et je dirais que c'est petite larve de moustique, une petite merde de diptère, quoi. Le noir comme ça, avec un peu d'holographique, ça rappelle toujours les mouches, les diptères, les moustiques. Et puis ça, ça coule tout doux, donc sous la pellicule, en réservoir, quand les truites sont en patrouille en surface, là, qu'elles gobent, on ne sait pas trop quoi, elles gobent, elles nymphes dans la pellicule, un peu sous l'eau, quand elles sont un peu chiantes en été, quand elles sont en patrouille, là, qu'elles ont vu pas mal de trucs, ben, une petite merdouille comme ça en 20, ils descendent, ça marchait bien, quoi. Donc là, le petit coup de minimalisme, il est surtout de... Vous voyez, je prolonge pas mon corps jusqu'à la courbure, je laisse un peu l'hameçon apparent sur la courbure pour donner un effet un peu plus vivant. Et puis le corps, il est sympa, il est en fil de montage. Et la petite touche holographique, alors c'est vraiment tout petit, hein, c'est de l'ordre de 2 mm, il faut juste couper l'holographique derrière la bille pour donner ce petit effet, voilà, cette petite larve engluée qui va donner un petit reflet noir et minuscule. Et s'il vous plaît, hameçon fort de fer, vous pouvez sortir une énorme truite de réservoir avec ça. Ça peut aussi marcher en rivière, hein, l'été, pourquoi pas, les terrestres, les diptères, ça marche en rivière. Mais franchement, tout ce qui est scarabée, mouches de rivière, hannetons, les terrestres, oui, ça marche, mais ça marche au cœur de l'été, c'est pas des mouches qui marchent régulièrement sur les truites fario de rivière, je pense. Mais on sait jamais sur un malentendu. Allez, next. Ah, les Milka, ouais, ouais, encore avec la bille Milka, là. Ah, je ne refais pas l'article, hein, c'est une nymphe à ombre, donc laine de Shetland sur le corps. Le dubbing est très beau. Vous voyez, on a deux tonalités de violet ici, ça a de la gueule, ça. On a un violet Milka qui est assez clair, un violet moiré, brillant comme ça en tête, et puis un thorax en violet un peu féroce, là, qui crache bien, et un corps couleur pâle, gris pâle, avec un cerclage violet métallique. Donc là, on est sur une pure mouche à ombre. Là, on est sur de la mouche à Timalus. Moi qui suis un amoureux des ombres, ça, je vois bien un gros ombre de 55-57 à l'épuisette avec ça. Donc, très jolie mouche à ombre. Alors, c'est la fin de cette vidéo. J'en suis venu à bout. Je vous ai pris que les meilleurs, hein, les meilleurs des meilleurs des séries limitées. J'ai pris le pur jus que je vous proposais. Donc voilà, je vous ai présenté mon travail artisanal qui prend du temps. Donc très peu de quantité, mais grosse qualité derrière. C'est des mouches qui vous feront prendre du poisson partout. Ça fait 10 ans qu'elles prennent du poisson. Surveillez bien les productions en série limitée sur nymphevolution.fr. Si vous êtes inscrit en tant que client, j'envoie un mail dès que je fais une série limitée. C'est en fonction de l'humeur, en fonction de ce qui se passe. Là, au mois d'avril, il y a de grandes chances que je sorte des nymphes de mai, parce que c'est quand même essentiel que vous ayez des nymphes de mai. Je ferai peut-être sûrement des verrons après dans la saison. Mais surveillez bien en automne, je suis très actif sur les séries limitées, plutôt de septembre à février, parce que de février à août, c'est non-stop sur la collection Nymph Evolution.
Maintenant, j'ai autour d'1 millier de clients en France et dans le monde, donc il faut vous rendre compte qu'avec mes deux petites pattes, je ne peux pas forcément suivre sur la demande, d'où les séries limitées. Par contre, je suis au garde à vous sur la collection d'Inf Evolution, sur les Feuzentail, les céramiques avec lesquels je pêche en routine tous les jours. J'assure mon job et j'essaye de vous les envoyer assez rapidement, euh, disons entre 2 et 5 jours après paiement max. J'essaye vraiment d'être dans les délais parce que je sais que vous avez besoin d'aller pêcher avec les nymphes. Donc j'assure, sur la collection de base, les boîtes, les indicateurs, ma petite collection de base artisanale, j'assure dessus. Et les séries limitées, je suis désolé si vous débarquez sur le site et que vous voyez que c'est hors de stock, ça tournera et il y a tout le temps que du bon. Donc n'hésitez pas à vous connecter souvent, à rester sur votre mail. Regardez si mon mail ne tombe pas dans les spams. Mon mail, c'est nymphevolution@gmail.com, c'est très simple. Et je vous fais à chaque fois une petite newsletter quand je fais une série limitée. Donc, surveillez bien ça et vous verrez des trucs sympas passer. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de commander dans la hâte, dans la minute qui suit le mail. Mais en général, c'est vrai qu'au bout de 2-3 jours où j'ai posté l'email, bah, j'ai vraiment un gros flux de commandes. Et premier arrivé, premier servi, entre guillemets. Mais voilà, si vous commandez assez promptement, vous avez vraiment beaucoup de chances d'avoir des séries limitées. Et avant, je faisais en automne des mouches sur mesure. J'essayais, mais franchement, j'ai vraiment du mal à répondre maintenant. Et je suis désolé aux clients qui me demandent des mouches sur mesure. J'ai vraiment trop de demandes. Donc j'ai stoppé les nymphes sur mesure. Je fais que des séries limitées. C'est compliqué, quoi. J'arrive plus à faire sur mesure, à prendre le temps. Maintenant, j'ai vraiment un gros roulement sur les commandes et j'en suis très content. Voilà, j'essaie vraiment d'assurer mes mouches, la collection d'Inf Evolution en routine. Et n'oubliez pas, j'insiste, la collection d'Inf Evolution, je vous la garantis comme indestructible. Pas les séries limitées, parce que je ne vais pas abuser, mais la collection d'Inf Evolution, je vous la garantis comme indestructible. C'est marqué sur le site, c'est marqué dans les conditions de vente, j'y tiens. Je fais un travail artisanal en France de mes mains et je veux pas qu'on dise que ma mouche a cassé sur une grosse truite ou qu'elle est mal montée. Donc les Feuzentail et les céramiques de la collection d'Inf Evolution, je vous les garantis comme indestructibles à vie. S'il y en a une qui pète, qui est mal montée, que le dubbing s'en va, vous me renvoyez la nymphe à mon adresse, c'est marqué sur le site, vous pouvez cliquer, la garantie indestructible, c'est très bien montré. Et je tiens vraiment à faire mes nymphes garanties indestructibles, à vous proposer des mouches qui vous permettront de prendre du poisson partout sur Terre et que les mouches Nymph Evolution ne vous laissent jamais tomber. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc je vous laisse surveiller les séries limitées en ligne. Et puis une bonne saison à vous tous. Là, on est fin mars, les niveaux commencent à être bons. Moi, j'ai déjà cartonné quelques grosses truites. Donc je vous souhaite une bonne saison et à bientôt pour une prochaine vidéo.